BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Crypto, le club. Ravi de vous retrouver ce lundi avec mes invités aujourd'hui sur ce plateau. William L, qu'on accueille, journaliste crypto BFM Business. Bonjour William. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans cette émission. À vos côtés, Rémi Davis, fondateur de Protéger vos cryptos, expert en sécurité crypto. Bienvenue dans l'émission Rémi. Et vous le connaissez, Louis Tellier, journaliste crypto indépendant. Bonjour Louis, ravi de vous retrouver. On va parler des dernières actus, bien sûr. C'est lundi, de tokenisation des actifs financiers, de sécurité aussi et d'éducation aux cryptos dans cette émission. Ça fait beaucoup de thèmes, il n'y a pas beaucoup de temps, il va falloir se dépêcher. Vous nous écrivez crypto@bfmbusiness.fr et on répond à toutes vos questions, quelles qu'elles soient, tous les jeudis, sachez-le. BFM Crypto, le club, c'est parti, soyez les bienvenus. Bon allez, on est lundi, on commence évidemment par regarder le cours du Bitcoin. Louis Tellier, 87 668. Bon, ça c'est revenu un petit peu dans le raisonnable. Est-ce que ça va remonter d'après vous? Et qu'est-ce qu'il faudrait réellement pour que ça fasse remonter le cours du Bitcoin? Ouais, j'aime bien commencer les émissions par ça. Alors évidemment, c'est pas un conseil financier. Non. Ce qui va faire remonter le cours du Bitcoin, c'est tout simplement que c'est une nouvelle, identifiée en tout cas comme une nouvelle réserve de valeur, au même titre que l'or. Certains le vendent comme de l'or numérique, de l'or digital. Notamment un bien connu maintenant dans le monde qui s'appelle Donald Trump, qui est le nouveau président des États-Unis. Et évidemment, il y a cette fameuse réserve. Oui. On va voir comment les Américains veulent la constituer. Certains disent qu'il faudrait acheter ou vendre, par exemple, de l'or physique et d'acheter du numérique, dans un Fornox numérique. Donc c'est très certainement ça qui va faire remonter le cours du Bitcoin. Si ça remonte, en tout cas, moi, par exemple, je parie sur un très bon investissement à long terme sur le Bitcoin. Ouais. Ça, quoi qu'il arrive, vous êtes optimiste, il n'y a pas de problème. Je suis assez optimiste, il faut être patient et voilà, l'institutionnalisation commence maintenant. On l'a toujours dit, c'est du long terme. Rémi Davis, votre avis sur cette réserve stratégique, la transformation du marché, toutes ces promesses depuis quelques mois tenues ou pas d'ailleurs par Donald Trump, parce qu'il y a beaucoup d'annonces, ça va un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette réserve en l'état, c'est-à-dire avec ce qui a été annoncé, mais on ne sait pas comment on va avoir du Bitcoin supplémentaire, avec toutes les incertitudes qui vont avec la politique de Trump? Alors je pense que c'est une première historique, un gouvernement qui décide en gros de créer une réserve dans un actif digital comme le Bitcoin. On n'espérait pas ça il y a 3 ou 4 ans et encore moins il y a des années. Après, ça se fait dans un contexte où je pense que ça a déjà été pas mal pricé. Les gens attendaient cette nouvelle. Il y a eu l'institutionnalisation avec les ETF aujourd'hui. Donc, je me garderai de faire des prédictions sur l'évolution du cours du Bitcoin. Ce qui est sûr, c'est que ça va attirer une masse de particuliers de plus en plus intéressés parce que ça valide finalement que Bitcoin, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose de réel, quoi. Ça a été un peu déçu à l'annonce et à la concrétisation de cette réserve parce que il n'y avait pas que Bitcoin déjà, puis parce que on n'en achète pas pour le moment, et puis comment on va en acheter, quels fonds on va mobiliser pour les acheter. Tout ça reste encore très incertain, oui. Oui, très incertain. Alors, on se souvient qu'il y avait eu évidemment cette annonce à l'été dernier, donc c'était à la fameuse conférence à Nashville, où évidemment Donald Trump a fait du Donald Trump en disant que les États-Unis allaient être la plus grande puissance de tout en crypto, la plus grande en Bitcoin, etc. Et alors, en fait, ce qui a un peu tué effectivement l'annonce, c'est que quelques jours avant l'annonce officielle, donc la signature de ce décret qui instaure une réserve stratégique où il n'y aura que Bitcoin, donc en fait, c'est le meilleur scénario auquel vous pouvez s'attendre les adeptes de Bitcoin, puis même le marché en général, c'est la plus logique. Et en fait, quelques jours avant, il a un peu brouillé les pistes en disant qu'il y aurait donc une crypto-monnaie qui s'appelle Cardano, du Ripple, du Solana. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop compris. Il a fait du Donald Trump, très certainement. Bon, peut-être que des enquêtes aussi vont être déclenchées par rapport à ça, parce que, évidemment, le cours de ces cryptos est monté en flèche, notamment le Cardano qui a quasiment fait plus 80%, je crois. Donc bon, est-ce qu'il y a du délit d'initié? On ne sait pas. En tout cas, voilà, on verra comment les choses se déroulent. Mais voilà, ça a un petit peu brouillé l'annonce. Et puis effectivement, comme on l'a dit, comme on vient de le dire, ça a été effectivement un peu en fait pricé. Pour le moment, en fait, le but d'un marché, c'est d'anticiper. En fait, c'est-à-dire que le marché veut faire du profit. Et pour faire du profit, il faut battre les autres. Donc, celui qui va le mieux parier sur l'avenir à un moment donné.
Bon, on va parler effectivement de ces actus et vous continuez à intervenir, messieurs. Mais Louis, vous vouliez nous parler aujourd'hui de la tokenisation des actifs financiers. C'est vrai qu'on en a parlé aussi la semaine dernière, les Real World Assets, qui sont des actifs ou produits financiers du système traditionnel, et leur capitalisation totale a augmenté de plus de 100% avec l'arrivée très remarquée du grand gestionnaire d'actifs au monde, le plus grand gestionnaire, BlackRock, et bientôt Fidelity, Louis. Oui, exactement. Alors, à en croire donc, des documents qui ont été transmis aux gendarmes boursiers américains, donc la Security and Exchange Commission, la fameuse qui aujourd'hui est vraiment en faveur du développement du secteur, contrairement aux précédents mandats ou même aux années précédentes. Ouais. Et alors, Fidelity, c'est le 3e plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Il gère à peu près 5 800 milliards de dollars. À titre de comparatif, par exemple, BlackRock, c'est quasiment x2, c'est à peu près 11 000 milliards. Donc, c'est des énormes acteurs de la finance. Et alors, Fidelity voudrait en fait faire comme BlackRock, tokeniser ce qu'on appelle un fonds monétaire. C'est-à-dire, en fait, un fonds monétaire, c'est grosso modo un fonds d'investissement qui détient en fait des obligations d'État. Alors, ce qui est intéressant avec ces fonds-là, c'est qu'en les tokenisant, en fait, vous allez aussi donner accès de manière désintermédiée à un yield, donc à un rendement qui est issu en fait de, par exemple, quand vous allez acheter de la dette française, et ben en fait, l'État français va vous donner un rendement. En fait, vous allez prêter votre argent et en échange, en fait, l'État va vous emprunter cet argent. Et alors, ce qui est effectivement intéressant, c'est que le BlackRock, donc le Beadle de BlackRock, qui est le nom du fonds monétaire, en fait, a connu quand même un succès assez correct, si je dirais. Ouais. En fait, il a été révélé officiellement il y a à peu près 1 an, donc c'était en mars 2024. Et en fait, ce Beadle, aujourd'hui, sous gestion, il y a 1,5 milliard de dollars. Et ce qui est assez remarquable, c'est que ce produit a été acheté par des poids lourds de la finance décentralisée. Donc, en fait, en diffusant, en fait, en faisant acheter son fonds monétaire, ça a 2 objectifs. Déjà, d'une, vous gagnez de l'argent parce que plus vous avez d'argent sous gestion, c'est comme ça que se rémunèrent les gestionnaires d'actifs. Donc là, il y a 1,5 milliard et à peu près, alors c'est pas public, mais on peut estimer à peu près que le cut que prend BlackRock est à peu près à 0,20%. Donc imaginez 0,20% déjà sur 1,5 milliard, c'est quasiment rien pour ces acteurs-là, mais le marché est tellement gigantesque, potentiellement, imaginez, je sais pas, ce serait pas du tout étonnant dans 1 an, 2 ans, de voir peut-être le Beadle avoir 10 ou 20 milliards sous gestion. Et tout ce que touche BlackRock en matière de crypto a tendance à très très bien se comporter. On l'a vu, c'est pour ça que c'est important aussi, Louis. Exactement. Alors, il y a une logique aussi, c'est-à-dire que la première chose qu'a fait BlackRock avant de lancer ce fameux fonds monétaire, c'est de lancer donc les ETF, ces fameux en fait produits financiers qui permettent, on va dire, d'envelopper du Bitcoin ou de l'Ether, ce qui permet en fait à tout le monde de s'exposer au marché du Bitcoin, de l'Ether, sans avoir à gérer ce qu'on appelle le sous-jacent. Donc, par exemple, pendant longtemps, vous étiez obligé d'acheter directement du Bitcoin, donc soit via une plateforme d'échange, soit directement ce qu'on appelle en self-custody. Donc, vous achetiez un portefeuille, vous téléchargez un portefeuille et vous achetiez vous-même du Bitcoin. Le problème, c'est que comme c'est une nouvelle technologie, en fait, très peu de gens sont capables de le gérer. Et on le voit même, vous ne détenez pas forcément des actions en propre quand vous allez acheter sur les marchés financiers, mais vous allez acheter ce qu'on appelle donc ces fameux ETF qui vous permettent en fait de ne pas toucher directement le sous-jacent et de ne pas les perdre. Donc, ça a connu un gros succès. Aujourd'hui, il y a à peu près, alors il faudrait revoir les chiffres, mais je crois qu'en décembre, BlackRock gérait à peu près 50 milliards de dollars de Bitcoin. L'ETF de BlackRock sur le Bitcoin a connu le plus grand départ de l'histoire de tous les ETF. Donc, évidemment, il y a une appétence pour ce genre de produit. Et alors, comme on l'a mentionné avant, effectivement, BlackRock prélève des petits frais. Et en fait, ces frais-là, qui sont petits, en fait, quand vous avez des milliards et des milliards, ça vous rapporte. Et en fait, c'est un peu le même modèle auquel on s'attend avec les fonds monétaires tokenisés. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle clientèle, comme avec les ETF, vous avez aussi une nouvelle clientèle crypto. Même les maximalistes, donc les adeptes du Bitcoin, se disent je vais diversifier, je vais pas tout mettre, je vais pas tout gérer moi-même, je vais mettre en fait une partie dans les ETF. C'est régulé et en fait voilà, je diversifie. Alors le pari évidemment de Fidelity et de BlackRock, c'est que à terme, ces fonds monétaires en fait se comptent en milliards, de dizaines de milliards sous gestion, parce que en fait, le système financier repose sur ce genre d'actifs. C'est-à-dire que souvent, il y a un marché qu'on appelle le marché de la réhypothécation. Et en fait, souvent, les acteurs financiers vont contracter de la dette d'État, donc vont prêter aux États. Et en fait, cette dette-là, elle va être réhypothéquée pour pouvoir réinvestir ailleurs. Donc en fait,
si la finance décentralisée est le futur en fait du système financier, on peut imaginer des dizaines de milliards et de milliards sous gestion. Et en fait, on peut aussi voir émerger de nouveaux gros acteurs. Et c'est aussi peut-être là-dessus que BlackRock parie, c'est-à-dire que quand, par exemple, un tel ou tel protocole va aller contracter votre BUIDL, nécessairement, en fait, vous allez faire un KYC, donc ce qu'on appelle une identification pour un institutionnel. Donc, dans le cas là, c'est un KYB, par exemple. Et en fait, à ce moment-là, vous allez rentrer en contact avec ces acteurs-là. En fait, l'idée de BlackRock, c'est commencer un petit peu aussi à trier les bons acteurs. Et alors, la dernière chose qui est quand même assez remarquable, c'est que ces produits-là n'ont pas été donc déployés sur des blockchains qu'on appelle privées, qui en fait étaient un peu à la mode au début, pour que les institutions financières qui sont régulées puissent en fait expérimenter. Et en fait, ça marche pas parce que ça recrée le même système qu'avant. Et en fait, l'avantage de la blockchain, c'est d'avoir une seule et même infrastructure qui est interopérable. Et donc, si c'est interopérable, c'est moins cher. Il y a encore des doutes là-dessus, mais en gros, ça désintermédie, c'est plus simple d'accès et surtout, c'est plus efficient. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, BlackRock ou même Fidelity maintenant, et UBS avant, parce que UBS aussi a déployé un produit, en fait, choisissent ces nouvelles infrastructures pour déployer leurs produits financiers. Et quoi qu'il arrive, devenir un acteur complètement incontournable du développement finalement des cryptos et de la blockchain dans les années qui viennent. Exactement. Et alors, l'autre bonne nouvelle pour l'innovation, j'ai envie de dire, c'est de choisir en fait ces blockchains publiques. Parce que le problème des blockchains publiques, c'est que souvent, en fait, c'était un petit peu impraticable. Encore aujourd'hui pour les acteurs régulés, parce que vous avez par exemple des doutes sur la formation des prix, qui valide les transactions. Il peut y avoir des scandales aussi. Imaginons, je ne sais pas, des gens qui font des activités de blanchiment ou identifiés comme étant du terrorisme, faire de la validation sur Ethereum. Imaginez ce genre d'acteurs. Donc, en fait, les banques aujourd'hui ont encore peur, mais de petit à petit, en fait, Ethereum notamment devient moins cher. On commence un petit peu à avoir des chemins réguliers. On peut savoir qui valide vos transactions. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et on le sait, s'il y a toute cette vague d'innovation qui réinvente la finance ou qui propose un autre système, c'est parce qu'en fait, ces blockchains publiques, elles sont accessibles à tous. C'est-à-dire qu'on voit parfois des jeunes de 11, 12, 13 ans déployer leur protocole. En fait, vous pouvez le faire. Vous avez une idée, vous le déployez, en fait, instantanément, c'est disponible partout dans le monde. Et en fait, c'est pour ça aujourd'hui qu'on voit un tel foisonnement d'innovation dans la finance, alors que peut-être pendant 20 ou 30 ans, la finance a pas forcément fondamentalement beaucoup bougé avec Internet. Oui, c'est là que ça commence à être intéressant. 2025, on le dit, depuis le début de l'année, c'est vraiment une année charnière. On va passer à la finance décentralisée. Avec vous, William, la DeFi. Comment utiliser concrètement vos cryptos et naviguer dans le monde de la finance décentralisée? Tiens, déplacer des crypto-monnaies entre les blockchains, faire une opération on-chain en dehors des plateformes de trading traditionnelles ou encore prêter et emprunter des cryptos. C'est là-dessus que vous nous donnez des conseils aujourd'hui, William L. C'est ça. On essaye d'apprendre surtout comment accéder aux portes du Web3. Oui. Concrètement, c'est comment utiliser nos crypto-actifs, nos actifs numériques. Alors, il existe déjà de nombreux tutoriels créés souvent par des influenceurs, par le biais de vidéos. C'est là qu'il faut être prudent, en général, au début, car souvent, c'est sous couvert d'affiliation, c'est-à-dire que ça leur fait gagner de l'argent, ou dans le pire des cas, ça redirige vers des liens frauduleux, entre guillemets, des arnaques. Mais nous, on va s'intéresser à ce qui est plus officiel, c'est-à-dire les cours en ligne. Premièrement, des grandes plateformes de trading, Binance, Coinbase ou encore Bitpanda, ils proposent déjà sur leur plateforme des cours en ligne, des espèces de tutoriels sur leur plateforme avec un portefeuille Web3 associé pour certaines comme Binance et Coinbase. Bitpanda devrait pas tarder à sortir le sien aussi. L'objectif d'avoir un portefeuille Web3 pour ces plateformes, en fait, c'est surtout que lorsqu'on navigue vers le Web3 et qu'on sort de leur plateforme centralisée et qu'on va dans un monde qui est complètement décentralisé, eh bien, on reste dans leur écosystème. Alors, ces cours qu'ils mettent en place, ils suivent une logique de progression en se basant sur des acquis. Ils nous expliquent déjà comment fonctionne la blockchain. Et puis, une fois qu'on a compris le b.a.-ba, on passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire on va apprendre à faire des swaps, on va apprendre à envoyer des cryptos vers un autre wallet. Les swaps, c'est-à-dire utiliser des DEX, ces exchanges décentralisés, et donc transformer nos actifs en un autre. Et puis ensuite, on peut même aussi aller jouer à des jeux en ligne. Je pense par exemple à ceux qui se trouvent sur le métaverse et directement sur la blockchain. Bref, on s'essaye au monde du Web3, à moindre risque en passant par leurs recommandations qui sont bien faites. Et on peut même être
être récompensé en suivant certains cours. Ça permet de gagner de la crypto-monnaie pour débuter. On réalise des actions simples avec notre portefeuille Web3 sur Binance ou sur Coinbase. Et ensuite, on est récompensé après avoir accompli certaines actions. Bon, une fois qu'on a les bases, ça c'est pour tout comprendre réellement. Et si on veut aller plus loin, qu'est-ce qui existe ? Alors, il y a plusieurs plateformes décentralisées qui proposent aujourd'hui des cours beaucoup plus poussés, avec des actions plus compliquées à réaliser. On appelle ça, grosso modo, c'est un nom qu'on sort un petit peu du chapeau puisque ça n'a pas encore de nom, c'est les protocoles de quête. Les trois principales, c'est Galaxy, Intract et Layer 3. Aujourd'hui, elles sont déjà bien connues et reconnues dans le monde du Web3. Elles revendiquent respectivement 33 millions d'utilisateurs pour Galaxy, 6 pour Intract et 5 pour Layer 3. Alors bon, les chiffres, on peut difficilement les vérifier parce qu'on sait qu'un utilisateur peut avoir plusieurs wallets. Leur objectif à ces plateformes, et je vais citer celui de Galaxy qui est plutôt clair, notre mission, c'est d'intégrer le prochain milliard d'utilisateurs, rien que ça, sur le Web3. Nous nous efforçons d'apporter les avantages de la décentralisation aux quatre coins du monde. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? On crée un profil qu'on relie à notre wallet. Ensuite, il y a des catégories selon la blockchain qu'on veut utiliser ou le protocole qu'on veut utiliser et apprendre dessus, évidemment. On choisit ce qui nous intéresse. On va nous proposer toutes sortes de quêtes. Des quêtes qui se manifestent sous la forme d'actions qu'on réalise. Et là encore, pas à pas, on sera guidé. On a le niveau de difficulté de chaque quête qui est indiqué, si c'est pour débutants, pour confirmer ou bien pour un expert. Et certaines, elles aussi, de ces quêtes, elles vont pouvoir vous récompenser avec des crypto-monnaies en échange, de la même manière qui arriveront sur votre wallet directement. Elles sont préparées, ces quêtes, soit par les plateformes, Galaxy, Intract ou Layer 3, ou proposées par les blockchains ou les protocoles et déposées en fait directement sur ce hub de quête. Et ensuite, on a le choix. Bon, une fois qu'on est confirmé, s'il y a encore un intérêt à utiliser ces plateformes, William ? Alors justement, il est là l'intérêt pour les confirmer, c'est pour l'empreinte on-chain. Qu'est-ce que c'est ? C'est alimenter notre réputation numérique, la réputation numérique de notre portefeuille. Toutes les actions qu'on réalise sur un portefeuille numérique, avec un portefeuille numérique sur la blockchain, elles y sont inscrites et pour toujours, et elles sont reliées à notre portefeuille. Et avec le temps, c'est-à-dire l'âge de notre portefeuille et les différentes actions qu'on a pu faire sur les différents protocoles ou blockchain, eh bien, notre réputation, elle devient de plus en plus importante. On capitalise en fait sur la réputation de son portefeuille. On peut même voir sur ces plateformes des statistiques de son wallet avec ce qu'on utilise le plus. Et l'utilité de cette empreinte on-chain, vous allez me dire, c'est quoi ? C'est de pouvoir ensuite avoir ce qu'on appelle souvent des whitelists, c'est-à-dire avoir l'accès à certains projets avant les autres, ou encore les fameux airdrop dont on a beaucoup entendu parler cette année, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui sont envoyées directement par les protocoles sur votre wallet, au wallet des utilisateurs les plus actifs, et cette activité, elle est boostée par ces protocoles de quête. C'est absolument passionnant. On voit, quand on est un peu dans cet univers crypto, à quel point les participants de ce secteur ont une imagination infinie pour aller vraiment... Il y a sky is the limit en ce moment sur les cryptos, c'est presque ça. C'est à la fois très intéressant et à la fois il y a un petit peu de monde. C'est les banques qui essayent de lutter encore un peu, les banques centrales, tout ça. Et puis cet univers qui à côté fait le forcing, Louis Tellier. Alors oui, alors, ce qui était très intéressant aussi sur quand vous faisiez référence aux plateformes, donc par exemple il y avait Coinbase et Binance, à un moment donné quand elles n'étaient pas encore régulées, donc par exemple que Binance ou Coinbase n'avaient pas encore le PSAN en France notamment. En fait, ces quêtes et ces tutos, ça permettait en fait de montrer aux régulateurs qu'on voulait que les utilisateurs soient au courant d'où ils viennent et qu'on montre en fait que voilà, on n'est pas sauvage. On veut apprendre aux gens à comment est-ce que ça fonctionne et en plus on les récompense pour ça. Donc c'était assez intéressant à l'époque pour être souligné. C'était un peu de l'autorégulation, donc de la self-regulation, et très intéressant de relier ça à votre question parce qu'en fait c'est un peu un espace où il y a, on va dire, une expression qui dit code is law. En fait, avant, la régulation, c'est des papiers, c'est des intermédiaires. Et en fait, là, une grande partie de la régulation se déplace directement dans le code. C'est-à-dire que quand vous allez designer votre protocole ou votre plateforme décentralisée, vous allez le coder et en fait, il y a des actions que vous ne pourrez pas faire. Alors qu'avant, typiquement, la régulation, il fallait venir vérifier si quelqu'un faisait bien les choses, il faut faire un contrôle. Là, en fait, vous pouvez tout. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses numériquement. Et donc, effectivement, en fait, ce monde-là s'organise un petit peu parce que toute infrastructure, quasiment,
et notamment les infrastructures financières, ont été plus ou moins soutenues par des États. Et en fait, là, c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a quelque chose d'aussi grand, même Internet a été soutenu par les États au départ. Et en fait, la blockchain n'a quasiment pas été soutenue, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas été soutenue par aucun État. Donc en fait, on voit que c'est de c'est pas de l'autorégulation, mais c'est vraiment de l'auto-innovation, quoi. Et c'est là que vous intervenez, Rémi Dallis, parce que dans ce contexte où tout est possible, où il y a une innovation folle, mais aussi une somme d'argent considérable, il faut se faire très attention aux questions de sécurité. C'est là que vous intervenez, vous êtes expert en sécurité crypto, fondateur de Protéger vos cryptos. C'est quoi déjà Protéger votre crypto? Alors, Protéger vos cryptos, c'est un service qui a vocation à aider tout simplement des particuliers à sécuriser en gros leurs crypto-actifs. Donc ça va en gros de les former à comprendre à quoi ils vont se confronter quand ils vont vouloir investir. Donc il y a une première phase qui est quand même beaucoup de prévention. L'éducation, c'est quand même une clé hyper importante en fait dans la sécurité. Comprendre que potentiellement on va essayer de vous arnaquer, potentiellement vous allez investir sur le mauvais cheval, potentiellement vous allez être infesté par un malware parce que vous avez cliqué sur un lien dans un email. Et donc déjà, c'est vulgariser un petit peu tout ça et dire, bon voilà, le monde de la crypto, il se structure, il se professionnalise, il se sécurise, mais pour une partie, c'est encore un peu le Far West. Et la deuxième partie de cet accompagnement, ça va être à partir du moment où ils ont investi, comprendre qu'il y a encore des risques selon comment ils conservent leur crypto, selon comment ils accèdent aux plateformes sur lesquelles ils achètent leur crypto, puisqu'on peut se faire voler son mot de passe, on peut ne pas avoir mis en place des bonnes pratiques d'hygiène numérique qui font qu'on est à la merci d'arnaqueurs qui sont très malins et qui arrivent à vous dérober ces codes. Et progressivement, on peut aller vers l'utilisation de ce qu'on appelle des portefeuilles matériels qui visent à vous donner un contrôle complet à 100% de vos crypto-actifs et à les protéger, je simplifie volontairement, des attaques que certaines plateformes pourraient subir, mais également vos wallets, vos portefeuilles que vous installez sur vos PC et sur vos téléphones, qui eux aussi sont la cible de malware. Vous le disiez, c'est un monde qui innove énormément, ouais. Mais je dirais que les criminels sont également très, très, très innovants quand il s'agit d'accéder à votre portefeuille. Ils sont innovants là où il y a de l'argent, évidemment. Exactement. Et le portefeuille extérieur, c'est génial, mais c'est sa propre responsabilité. Exactement. C'est vrai qu'il faut être extrêmement formé à ça. Est-ce que finalement, le plus grand risque, et je parle parce qu'on m'a témoigné ça, que de perdre son argent dans les cryptos aujourd'hui, c'est d'avoir mal choisi sa plateforme? Parce qu'il y a eu des problèmes avec des plateformes. Oui. Il y a eu FTX, il y a eu Bybit qui a été hacké. Enfin, on a eu quand même des problèmes à ce niveau-là. Tout à fait. Je dirais qu'il y a le choix de la plateforme. Alors, la réglementation évolue. Vous avez des plateformes qui ne se valent pas toutes. Vous avez Alors, il faut regarder quoi, par exemple ? Alors, il faut regarder, déjà, si elle est régulée et si elle est autorisée à exercer sur le territoire dans lequel vous vivez. Ça, c'est un premier point. Après, ce n'est pas toujours transparent, toujours public. Il faut savoir comment elle se sécurise. Je vais prendre un exemple. Coinbase utilise des solutions de sécurité qu'on pourrait qualifier limite de solutions de sécurité bancaire, on va dire institutionnelles. Là où Bybit, on en a vu un petit peu l'histoire il y a quelques semaines, qui s'est fait voler 1,5 milliard de dollars. Bybit n'utilisait pas pour une partie de son portefeuille de solutions institutionnelles, mais plutôt une solution qu'on va appeler de smart wallet, qui a été victime d'une vulnérabilité par le groupe Lazarus nord-coréen. Donc ça, c'est le deuxième point qui est un petit peu plus difficile à percevoir. Et puis ensuite, en fonction des montants auxquels on s'expose ou ceux qu'on investit, je dirais qu'il y a de la gestion un peu en bon père de famille, c'est-à-dire diversifiée. Donc je vais donner un chiffre au hasard, mais à partir d'un certain montant, je vais dire, je sais pas moi, 50 000, 100 000, 200 000 euros, parce qu'il y a aussi des gros investisseurs, mais des investisseurs qui ont fait fortune, on peut commencer à se dire, bon, ce monde bouge quand même très rapidement, je vais mettre la moitié dans cette plateforme et la moitié dans telle autre plateforme, parce qu'une plateforme peut être piratée, une plateforme peut également faire faillite, c'est le cas de FTX, c'est pas un piratage, c'est vraiment une fraude, une faillite. Et ensuite, en fonction de ça, on peut très bien se dire, mais moi, je veux plus de contrôle et utiliser des solutions, une clé Ledger, notamment des portefeuilles qui vous permettent d'assurer une conservation personnelle. Ça vient avec une responsabilité et ça nécessite quand même une certaine éducation pour
simplifier, non pas cette expérience puisqu'elle est scalée, mais vraiment donner les clés pour bien comprendre ce qu'on fait et éviter aussi de faire ces erreurs avec ces dispositifs. Le temps passe très vite, on va parler aussi des arnaques. Quel est le type d'arnaque le plus fréquent dans la crypto? Sur l'investisseur lambda, hein, je veux dire, évidemment, on ne va pas parler de l'affaire, des affaires de criminalité actuelles, mais à quoi il faut faire attention et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de s'y exposer finalement? Alors, je parlais d'éducation. Souvent, quand on commence dans la crypto, on a cette impression, parce que les influenceurs en parlent, parce que les cours montent, en gros, qu'on va pouvoir gagner de l'argent rapidement et facilement et qu'on va miser sur le bon cheval. Je dirais que les premières arnaques qui ont lieu au tout début du parcours de l'investisseur, ce sont, pour certains, l'appât du gain. Investir sur une plateforme qui va garantir des profits records en un temps limité, du 10%, 20% par jour. Donc en général, ça se passe via des canaux tels que Telegram, des pubs sur Instagram. Voilà, on est pris dans ce jeu, on investit un petit peu, on fait un gain très rapide, on peut faire les retraits de ces gains, donc on rentre en confiance et ensuite les taux se referment puisque vous allez mettre de plus en plus d'argent et on va vous demander de plus en plus d'argent. On m'a appelé encore il y a quelques jours pour une petite affaire. C'était 4 000 €, mais ça peut représenter beaucoup dans un portefeuille. Ensuite, vous avez des personnes qui sont en situation peut-être de vulnérabilité parfois. Vous avez l'arnaque sentimentale, c'est quelque chose qui a lieu beaucoup plus qu'on imagine. Vous êtes épris de quelqu'un qui n'est pas la personne que vous imaginez, qui vous parle d'investissement et qui vous amène pareil dans un tunnel d'investissement. Et c'est la même chose. Hein. Vous avez mis de l'argent, vous avez vu des gains, mais ces gains sont fictifs et vous ne les récupérerez pas. Et le dernier point, c'est peut-être les airdrops, les faux cadeaux. Vous êtes sur différentes listes pour apprendre à connaître la crypto, sur différents forums, sur différents groupes Telegram. Vous avez donné votre email. Et puis un jour, vous recevez un cadeau dans votre boîte mail et vous dites « Ah, c'est génial, j'ai reçu un cadeau, je vais commencer. » Et c'est pareil, là, le piège peut se refermer. En général, si vous avez déjà un portefeuille, vous risquez de perdre en faisant une interaction avec un contrat qui va être malveillant ou une équipe qui va être malveillante. Une grande prudence donc dans la gestion très vite. Peut-être avant de finir, enfin je ne sais pas si là vous avez des appareils Ledger. En plus c'est français, donc je ne sais pas si on peut les peut les montrer. Pas patriotique. Bah, non, mais c'est pas que patriotique, mais en fait c'est français et c'est donc l'entreprise pour les particuliers qui connaît le plus de succès, qui vend le plus donc ce qu'on appelle des portefeuilles physiques. Donc c'est des hardware wallets et voilà, la plupart sont encore faits à Vierzon, donc voilà. Voilà, exactement, fabriqué à Vierzon. Merci messieurs, ça passe trop vite, vous êtes beaucoup trop bavards en fait, c'est ça qui se passe. William L, journaliste BFM Business Crypto, Rémi Dalis, fondateur de Protéger vos cryptos, expert en sécurité crypto, et Louis Tellier, journaliste crypto indépendant. Messieurs, vous revenez quand vous voulez. Je laisse la main à Guillaume Sommerer, c'est BFM Bourse. Très bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.